On est dans la période de recherche de logement présentement et ça peut être quand même assez stressant. On se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'on peut exiger un dépôt? Est-ce qu'on peut exiger une enquête de crédit? Donc, il y a beaucoup de questions qui tournent autour de ça. Donc, pour répondre à ces questions, j'ai eu avec moi Thomas Savy du Comité logement du Bas-Saint-Laurent. Thomas, merci beaucoup de nous accorder encore une fois une entrevue. On est vraiment dans le temps des logements. Puis là, je voulais qu'on aborde un autre sujet, la recherche de logement. Donc, j'aimerais savoir, c'est quoi la première étape quand on décide qu'on veut déménager, qu'on renouvelle pas notre bail? C'est quoi la première étape? Mais c'est ça. De un, il y a une option que les locataires ont, là, justement. C'est quand on reçoit notre avis de renouvellement, on peut accepter les modifications, on peut refuser les modifications et demeurer dans notre logement. Puis si on a l'intention de quitter, on peut aussi écrire dans cet avis-là qu'on va déménager à la fin du bail. Donc, je dirais la première chose, c'est peut-être ça, là, d'être de s'arranger pour comprendre quand est-ce qu'on va quitter le logement. Tu sais, justement, si là, on décide, là, on est le 11 mars, là, donc les locataires vont avoir jusqu'au 31 mars si jamais ils souhaitent quitter leur logement. Puis ça, c'est pour un bail, tu sais, qui se renouvelle le 1er juillet. Ouais. Donc, ils vont avoir jusqu'au 31 mars pour annoncer à leurs propriétaires qu'ils vont quitter au 1er juillet. Donc, je dirais que ça serait ça. Il y a aussi, tu sais, il y a une possibilité pour les locataires de briser leur bail à travers une session de bail. Mais ça reste dans les deux cas, c'est ça, c'est de savoir un peu le temps qui va être accordé entre je l'annonce à mon propriétaire et je quitte pour que les locataires sentent qu'ils ont assez de temps pour faire une bonne recherche de logement ou bien, tu sais, pour... Ouais, je pense que c'est juste savoir le temps qu'on se laisse entre ce qu'on envoie à notre propriétaire puis la période de recherche de logement qu'on va avoir en contrepartie. Surtout quand il y a des fois, il peut y avoir peut-être, j'imagine, des risques de se retrouver pas de logement parce qu'il y a... Bon, j'imagine que c'est de plus en plus courant parce que le logement se font rare, si je m'abuse pas. Là. Ouais, tout à fait, tout à fait. Y a-t-il des erreurs que les gens font souvent quand ils sont en recherche de logement? Ouais, ben, une erreur que je dirais qui se produit, je sais pas à quel point souvent, mais des fois on en voit passer, c'est à cause de la crise du logement, les gens sont assez désespérés pour signer un bail. Donc, il y a des locataires qui vont se faire pogner comme dans des arnaques qu'on OK. voit. Tu sais, sur des groupes de recherche de logement, des fois on en entend parler, on en voit passer. L'arnaque la plus fréquente, puis là, je dis ça, je sais pas, vu qu'elle est fréquente, peut-être qu'il y a comme... Ça s'est modifié parce que là, le mot s'est passé, là. Mais la plus fréquente, c'est un propriétaire qui va dire, qui est, mettons, en Abitibi, fait que pour te faire visiter le logement, ben là, il te demanderait comme un petit montant d'avance pour pas qu'il se déplace pour rien, tu sais, pas qu'il fasse la route pour rien. Puis finalement, euh, il se déplace jamais. Là. Donc, en gros, c'est ça l'arnaque, là, c'est que t'envoies un montant de comme garantie quelconque, puis finalement, tu revois jamais cet argent-là parce que le propriétaire s'est pas déplacé. Donc, il y aurait peut-être ça, de pas te donner de l'argent d'avance pour s'il y a quelque chose qui ressemble à ça qui nous est proposé. Puis sinon, c'est de vous assurer d'avoir visité le logement avant de le signer. Donc, tu sais, j'y pense parce qu'il y a un cas qui me vient en tête que j'ai fait cette semaine, là, mais tu sais, ne pas se fier juste sur des photos que le propriétaire nous envoie pour signer le bail. Puis c'est ça, tu sais, c'est malheureux parce qu'en réalité, les locataires, ils ont besoin de signer quelque chose vite parce que, tu sais, les logements, ça part, ça arrive, ça part vite. Donc, ouais, je dirais faire attention aux arnaques. OK. Puis aussi, est-ce qu'il existe des outils ou des ressources pour aider les gens qui sont en recherche de logement, surtout dans des temps comme ça où c'est plutôt difficile à trouver? Oui, c'est ça. Dans le fond, il y a quelque chose qui existe qui s'appelle les services d'aide à la recherche de logement. Au Bas-Saint-Laurent, il y en a 3 ou 4. Puis grosso modo, c'est géré par les offices d'habitation. Donc, à Rivière-du-Loup, à Rimouski,
il y a un point de service à la Matanie, puis un point de service dans la Métis. Je serais curieux, je suis pas certain, mais il me semble que le point de service dans la Métis fait peut-être la Matapédia, mais Ouais. je veux Ben, pas en fait, m'avancer avec ça. je peux te confirmer, l'office d'habitation de la Matapédia a fusionné avec Matane et Montjoli. C'est rendu. OK. Si je me trompe pas, c'est tout fusionné ensemble. J'ai pas le nom par contre, là, mais on pourra peut-être le mettre en bas. Je vais avertir Pascal, on va mettre le nom de l'office d'habitation en bas. Ouais. Ben, si c'est le cas, parce que oui, je sais qu'il y a eu des fusions. Je pense que c'est Fleuve et Vallée qui s'appelle maintenant. Si c'est le cas, dans ce cas-là, le service d'aide à la recherche de logement, c'est ça, c'est qu'il y a une personne qui est salariée, qui est là pour prendre les appels pour justement des gens qui sont proches de se retrouver à la rue ou qui ont besoin d'aide. Puis là, tu sais, c'est les personnes les mieux placées, tu sais, ces personnes-là qui travaillent dans les offices parce que c'est elles qui vont garder une liste des logements disponibles, une liste des téléphones des propriétaires de la région. Fait que ça vaut l'appel de faire un... L'acronyme, c'est le SARL là, qu'on appelle, fait que le service d'aide à la recherche de logement. Ça vaut la peine de faire un appel au SARL si jamais on cherche. Okay. Puis là, les propriétaires aussi, de plus en plus, ils demandent toutes pas mal les enquêtes de crédit. Des fois, ça peut pas nécessairement refléter la capacité à payer un logement ou l'honnêteté d'un locataire. Donc, y a-t-il des droits que les gens peuvent avoir, surtout quand on s'inquiète qu'on n'a pas nécessairement une cote de crédit extrême, là, donc... C'est ça. L'affaire, c'est que à défaut d'avoir une cote de crédit qui est bonne, parce qu'en effet, tu sais, on peut avoir eu une bad luck il y a quelques années, il y a quelques mois, puis même si aujourd'hui on est en capacité de payer, tu sais, ça nous suit. Donc, à défaut d'avoir une bonne cote de crédit, nous, c'est ça qu'on suggère aux locataires, c'est de vraiment démontrer leur capacité de payer. Donc, démontrer que dans leur ancien appartement, ils étaient en mesure d'honorer les paiements de leur bail, tu sais, fait que ça coûtait combien. Montrer les factures d'épicerie, les factures d'électricité, de téléphone qu'on a payé, tout ça. Donc, tu sais, de vraiment mettre de l'avant que à tous les mois, on a des dépenses quotidiennes, puis qu'on est capable de les assumer. Puis, les gens l'oublient, mais il y a aussi... il est aussi possible pour les locataires d'avoir un endosseur au bail. Donc, de dire que ben, il y a quelqu'un d'autre qui s'engage avec moi en cas de non-paiement à payer bref, les montants dus. Donc, tu sais, ça peut être une autre manière de mettre de l'avant le fait que comme le loyer, il va être payé dans les deux cas. Ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de personnes seules qui n'ont pas nécessairement les contacts, qui sont prêtes à être endosseurs. Ça, je le comprends, mais c'est à garder en tête si jamais c'est possible. OK. Puis aussi, dans ces recherches, dans ces enquêtes de crédit-là, disons, les locataires, les propriétaires peuvent exiger beaucoup d'informations, des fois même des questions plus personnelles. Jusqu'à où ça a une limite, ça? Donc, peut-être, est-ce que vous avez des enfants, blablabla, les habitudes de vie de la personne. C'est quoi la limite de ce qu'un propriétaire peut exiger comme information? Ouais, ben mettons, sur les enquêtes de crédit, faudrait que je revérifie, mais il me semble qu'on n'est pas obligé d'avoir plus que le nom, l'adresse. Je suis même pas certain si on a besoin de la date de naissance. Là. C'est vraiment peu. Fait que, tu sais, juste garder ça en tête. Là, si on vous demande votre numéro d'assurance sociale pour une enquête de crédit, ben c'est pas nécessaire comme information pour avoir accès au dossier de crédit. Sinon, c'est surtout important pour les locataires de savoir que y a des règlements qui empêchent de discriminer des locataires sur des motifs de discrimination qui sont comme protégés par la Charte des droits et libertés de la personne. Donc, tu sais, tout ce qui est justement la taille de la famille, l'âge, le statut d'emploi, etc., c'est illégal. Par contre, c'est ça. Le propriétaire peut décider de refuser de signer un bail si le locataire n'a pas la capacité de payer le bail. Mais
il peut pas décider sur la seule raison que, par exemple, la personne elle a pas d'emploi. Ça serait un motif qui est reconnu à la Charte des droits et libertés, qui est celui de la condition sociale. Même chose, dans le Code civil du Québec, il y a un article qui, en particulier, parle de la grossesse ou des enfants, d'une famille, puis que c'est pas possible de refuser de signer un bail ou d'imposer des conditions au bail qui sont plus onéreuses, là, de la manière que c'est écrit. Fait que plus de conditions, grosso modo, plus chères. Simple fait qu'une personne a une famille et en grossesse, grosso modo, c'est ça. Donc, l'affaire avec ça, c'est que quand tu es en recherche de logement, c'est comment le prouver, ça. Le propriétaire peut simplement juste arrêter de te répondre, puis tu n'auras pas de preuves tangibles que tu as été discriminé sur la base, âge, ethnie, en tout cas, handicap, tout ça. Donc, nous, ce qu'on conseille, c'est vraiment si vous avez une intuition là, qu'il se passe quelque chose, de commencer à prendre des notes, commencer à prendre des captures d'écran, puis peut-être que sur le moment, c'est vrai que ça va pas vous permettre d'avoir accès à un logement, mais sur le long terme, si vous dites, OK, là, je me suis trouvé un logement, ma situation est un peu plus stable, puis j'ai envie de faire valoir mes droits parce que j'ai subi de la discrimination, là, au moins, vous allez avoir un paquet de preuves là-dessus. Là. OK. Mais même poser la question, combien tu as d'enfants, des choses comme ça, il a le droit de le demander, mais il n'est pas obligé de le savoir. Dans le fond, il n'y a pas d'obligation à dire je vais avoir des enfants, j'ai un chum, on est 4, on est 2. Dans le fond, quand tu signes un bail, tu es obligé de dire le nombre de personnes qui vont être là? C'est qu'en fait, il ne pourrait pas te refuser sur cette base-là. Okay. La seule chose, là, en fait, c'est que c'est possible de refuser comme un nombre de personnes dans un logement, mais c'est pas le Code civil, en fait, qui traite de tout ça. Là. Fait que c'est pas les lois qui concernent le bail. C'est vraiment les lois qui concernent plus les municipalités par rapport à la sécurité incendie, des choses comme ça. Donc, mais sinon, de dire « je te refuse parce que tu as un enfant », ça, c'est pas possible. Ouais, OK. Ouais. On entend aussi souvent parler des dépôts demandés à la signature d'un bail. C'est-tu légal, de demander un dépôt? Non, c'est illégal. Puis, tu sais, en ça, la loi au Québec se démarque parce que dans toutes les autres provinces au Canada, le dépôt de garantie est légal. Il y a à plusieurs reprises la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec, la Corpic, a poussé pour que le dépôt de garantie soit légalisé et ça n'a jamais fonctionné. Donc, en résumé, le seul argent que votre propriétaire peut avoir d'avance, c'est le paiement du premier loyer. Donc, mettons, j'emménage en juillet, puis là, on est en mars, mais j'ai signé un bail pour juillet, mais là, le propriétaire pourrait demander de payer le mois de juillet. Comme ça, en fait, c'est ça que la loi permet. Mais quand on arrive en juillet, on ne repaye pas le mois. C'est pas de l'argent de côté pour le propriétaire, c'est vraiment un paiement à l'avance. Sinon, pour le reste, le seul argent que le propriétaire a le droit d'avoir qui vous appartient, c'est le loyer à chaque mois. OK. Donc, il n'y a pas à posséder de l'argent autre que le paiement du loyer pour le mois où est-ce que vous êtes dans le logement puis vous l'occupez. OK. Aussi, avant de signer un bail, là, qu'est-ce que les gens devraient vérifier? Oui. Une des choses là, qui me vient en tête, c'est l'état du logement. Donc, en gros, là, il y a une loi qui dit que le logement doit être remis en bon état d'habitabilité. C'est des longs mots pour rien, mais qui veulent dire, en gros, faut que ton logement soit propre, qu'il soit fonctionnel. T'sais. Donc, c'est important, je dirais, de quand on visite le logement ou quand on emménage, de prendre des photos du logement. Comme ça, tu sais, la POC au mur, si 3 ans plus tard, on quitte le logement, puis que la même POC que quand on est emménagé, est encore là, on peut prouver que c'est pas moi qui l'ai fait, cette POC-là.
sais, n'importe quel défaut qu'il y a au logement, il y a ça. C'est aussi possible, parce que c'est ça qu'il faut garder en tête à cause de ça, c'est que si on prend pas de photos, en fait, le logement est supposé être remis en bon état. Fait que, à défaut de, comme nous, avoir de la preuve que le logement n'était pas en bon état, le tribunal, quand il va recevoir ses causes, il va dire on part avec le fait qu'on assume que le logement était en bon état. Donc, c'est pour ça que les photos, c'est ça qui vont venir prévenir. C'est vont dire, ben, on a supposé qu'il était en bon état, en effet, mais moi, j'ai le fait que le robinet, il coule, il y a une poque au plafond, c'est craqué, tout ce que vous voulez. Puis fait aussi, que, ouais. Ouais, OK, parfait. Puis quand on vient pour signer le bail, on a le papier devant nous. Qu'est-ce qu'on doit vraiment vérifier dessus? Parce que j'imagine qu'il y a des changements un peu aussi qui ont été apportés. Des gens que ça fait 10 ans qu'ils sont au même endroit, puis là, ils signent un nouveau bail. Il y a des choses qui sont nouvelles, j'imagine, à vérifier. Ouais. Ben, je vous dirais de prendre le temps de le lire, puis prendre le temps de voir dans quoi vous vous engagez. Là. Fait que vraiment s'assurer que le montant du loyer inscrit, c'est le bon, que la description du logement, c'est le bon, que toutes les... tu sais, est-ce qu'il y a un stationnement, y a-t-il du déneigement, l'électricité, tu sais, de vraiment mettre ça sur la table clairement pour savoir à quoi on s'engage. Sinon, il y a la section I, si je me souviens bien, qui est une section qui est comme méconnue, mais dans laquelle on vient écrire toutes les réparations qui vont être faites dans l'année. Ça, je trouve que c'est un bon conseil à donner aux locataires parce que souvent, quand on signe un bail, le propriétaire va dire « Ah oui, tes fenêtres, oui, je sais qu'ils sont brisées, mais je vais te les faire dans l'année. » Ou comme « Ah oui, ça, inquiète-toi pas, ça va être fait. Là, je te remets le logement comme ça. » Mais tu sais, si vous êtes capable de dire ben, « Pourquoi qu'on le met pas au bail? » Ça va faire que, dans le fond, le contrat là, qui lie les deux parties, ben, il inclut certaines réparations. Quand c'est dit juste à la va-vite comme ça, ben là, on n'a comme pas vraiment de preuve que les réparations devraient être faites. Fait que ça, c'est à tenir en compte. Sinon, il y a la section G. Qui est importante parce que, dans le fond, la section G, c'est là que le propriétaire va inscrire le plus faible montant payé dans les 12 derniers mois pour le même logement. Puis, à partir de ce montant-là, si le loyer a augmenté de manière drastique, bien, les locataires y ont un recours en fixation de loyer. Donc, ils peuvent demander au tribunal de faire baisser le loyer selon les taux que le tribunal a. C'est comme à chaque année, il y a 5 3 puis tout. Fait que, tu sais, si jamais cette année-là, l'augmentation entre les deux locataires est plus élevée que les taux du tribunal, mais là, ce recours-là, ce qui permet, c'est de rebaisser le loyer au taux qui aurait dû être fait, au taux légal, grosso modo. Est-ce qu'on peut signer avec ça quand même? Est-ce qu'on signe le bail puis on va au tribunal après? Parce que si on dit... OK, parce que si on dit là, avant de signer le bail, il va dire « Ah, ben là, c'est trop cher, je te le louerai pas. » C'est-tu légal? Oui, ben c'est ça. Puis c'est ça qui est bien fait, là, en quelque sorte, la section G. C'est qu'on peut signer un bail à 1400, sachant que l'ancien locataire payait 800. Puis ensuite, tout de suite, on ouvre une demande au TAL, au tribunal administratif du logement, puis on dit « Fais-moi fixer le loyer de manière raisonnable. » Okay. La chose qui est embêtante avec ça, c'est que même si c'est une obligation du propriétaire de remplir la section G, les derniers sondages, ils disaient que je pense que c'était 8 ou 9 locataires sur 10 ne savaient pas c'était quoi l'ancien loyer payé. Okay. Donc, la section G ne va pas être remplie ou il va avoir un mauvais montant d'inscrits. Puis là, c'est un peu compliqué, mais je vais essayer de l'expliquer genre clairement. Si le bon montant il est inscrit, c'est 10 jours à partir du moment qu'on signe le bail pour aller au TAL. S'il n'y a rien d'écrit, c'est 2 mois à partir du moment qu'on emménage dans le logement pour ouvrir une demande au TAL. Puis s'il y a une fausse information qui est écrite, puis là, le voisin vient nous voir, il nous dit « Ah, ben là, l'autre, il payait bien moins cher, blablabla. » Ben là, c'est 2 mois à partir du moment où on a appris
ce que l'ancien locataire payait. Fait que je le dis pour que les locataires le gardent en tête parce que c'est tous des recours qui sont vraiment rapides là, quand on y pense. Là. 10 jours après avoir signé le bail, tu sais, faut que ta décision elle soit prise. Là. Tu te laisses pas une semaine pour réfléchir ou 2 mois après avoir emménagé. Même là, tu sais, souvent, on est peut-être encore dans un boîte en train de changer nos... Tu sais, il y a plein de choses à penser. Ouais. Donc, je le souligne pour dire, tu sais, si les locataires veulent aller là, de s'y prendre d'avance. Y a-t-il des clauses d'un bail que les locataires plutôt que les propriétaires peuvent, qui vont avoir tendance à modifier, mais qu'on peut pas modifier? Je sais pas s'il y a des petites passe-passe des fois qui essayent de passer. Ben, mettons, la clause G, c'en est une. Okay. Tu sais, qui est la plus souvent pas remplie, okay. Je dirais. Sinon, ben, je sais pas si ça répond bien à ta question, mais souvent, il y a ce qu'on appelle des clauses abusives qui vont être mises au bail. Okay. Puis ça, c'est des clauses que, même si c'est inscrit au bail puis que vous l'avez signé, fait que vous avez en quelque sorte consenti à respecter le bail, la loi va dire que vous n'êtes pas obligé de la respecter, cette clause-là. Donc, une de ces clauses-là, qui est comme probablement la plus fréquente, c'est, mettons, si tu as un coloc de plus dans ton appartement, ben tu vas payer 200 $ de plus, tu vas payer 150 $ de plus. Ça, c'est considéré comme une clause abusive. Fait que tu peux signer ton bail puis dire oui, pas de problème. Puis jamais un tribunal va dire que c'était légal de faire ça ou que tu avais en effet à payer plus. Même chose par rapport, mettons, à la cession de bail. Il y a des propriétaires qui vont imposer des frais fixes à une cession de bail. Donc, ils vont dire, bon, ben, on te laisse faire une cession de bail, mais ça va te coûter 200 $. Ça aussi, c'est illégal. Dans le fond, la seule chose que les propriétaires peuvent demander comme frais par rapport à une cession de bail, c'est un remboursement de ce qu'ils ont dû dépenser, par exemple, pour une enquête de crédit. Mais ça, c'est un remboursement du montant qu'ils ont payé, puis suite au fait que ils ont accepté la personne que vous leur avez présentée. T'sais. Fait qu'ils pourraient pas dire tu payes 200$ puis ensuite on refuse la personne. Ce qu'ils ont le droit de dire, c'est ah oui, on accepte la personne, donc les frais d'enquête de crédit qui nous ont coûté, je sais pas, 90, là, on vous refile la facture, mais c'est une facture, là, c'est pas un frais fixe. Okay. Fait que ça, c'est des clauses abusives que même s'ils sont au bail, on n'est pas tenu de les respecter. Okay. Puis aussi, tous les gens qui ont des animaux, un chat, ça, c'est une clause qu'on pense pas toujours, mais aussi les fumeurs, est-ce que tu peux nous démêler un peu là-dedans? Qu'est-ce qu'ils ont le droit d'exiger, qu'est-ce qu'ils n'ont pas le droit? Ben c'est ça. C'est bien que tu le mentionnes parce qu'il y a des clauses abusives, mais il y en a qui sont pas abusives. Donc, okay. le droit de fumer dans l'appartement ou les animaux, ça, c'est des clauses que si ça se retrouve au bail, il faut les respecter. Donc, ça aussi, c'est important de le mettre au bail. Là. Si vous avez un chat là, ou un chien, qu'importe là, que vous souhaitez avoir, demander à ce qu'il soit mis au bail, exiger à ce qu'il soit mis au bail, parce que, puis ça, je vous avoue, je le vois souvent, là, parce que sinon, ce qu'on voit beaucoup, c'est que les propriétaires, ce qu'ils vont dire, c'est comme, ah, je te le tolère, mais non, on va pas mettre ça au bail, ça va être juste entre nous, mais je te le tolère. Mais qu'après, ça devient comme un levier pour les propriétaires quand ils sont tannés de toi ou quand t'as pas accepté une hausse, par exemple. Ils vont dire, ben regarde, si tu n'acceptes pas la hausse, le droit aux animaux, c'est fini. Ça, j'en ai vu souvent, puis c'est un peu... c'est vraiment plate, en fait, pour les personnes qui ont des animaux, parce que tu sais, souvent aussi, s'il y a une personne seule, que, tu sais, leur chien, c'est comme leur enfant, tu sais, ils peuvent pas se départir de leur animal, tu sais, donc ils vont laisser Cannelle partir, tu sais, parce que Fait que c'est ça, de faire attention à la clause sur les animaux, d'être bien sûr de
de la remplir, puis que ça soit pas juste une entente verbale. Si vous êtes en mesure de le faire vraiment, là, pousser pour que ça soit fait. Si un locataire se doute que ses droits sont pas respectés, c'est quoi la première étape à faire? Nous, ce qu'on suggère le plus souvent, c'est d'avoir un journal de bord ou un carnet. Parce que t'as pas tout le temps des preuves claires, là, que, mettons, en termes de harcèlement, là, je sais pas, que ton propriétaire t'écrit un texto noir sur blanc, là, que je vais te faire partir. Puis tu sais, des fois, ça va être comme un peu ambigu, il va cogner chez vous à des heures que tu comprends pas, etc. Fait que si on garde un journal de bord, ça nous garde un peu tout en tête ça met sur papier ce qui se passe, puis ça crée de la preuve si on a besoin éventuellement de l'utiliser. Même affaire pour les échanges, essayer de les garder par écrit. Puis pourquoi je dis ça, c'est parce que mettons là que ça dégénère, une situation qui dégénère, puis qu'on a besoin de se rendre au tribunal, mais le tribunal, lui, il va entendre votre plaidoyer, mais il veut des faits, il veut quelque chose d'objectif. Fait que si vous êtes capable de lui dire le mercredi 11 mars à 9 h du soir, mon propriétaire est venu cogner chez nous. Ça devient comme un peu plus concret parce qu'il y a une date, il y a une heure, il y a une description plus détaillée. Puis ça va renforcer votre plaidoyer. Puis comme c'est ça que vous voulez finalement, vous voulez un plaidoyer qui est fort, qui est soutenu, qui est crédible. Ce qui fait qu'ensuite de ça, si votre propriétaire, lui, son plaidoyer, il est très à peu près, puis non, j'ai pas fait ça, ben tu sais, qu'il l'appuie pas, ben tu sais, vous allez, tu sais, votre témoignage va être plus fort que le sien. Fait que, ouais, je dirais ça, c'est une des premières choses qu'on suggère aux locataires, c'est d'avoir un journal de bord, de garder des traces écrites. Tout ça dans l'optique de, tu sais, si les locataires veulent pas faire valoir leurs droits, préfèrent pas, tu sais, c'est très correct, mais si ça devient utile un jour, là, au moins, on a cette information-là. Fait qu'il vaut mieux l'avoir que pas l'avoir. En plein ça. Aussi, dans des cas comme ça, est-ce que le comité de logement Bas-Saint-Laurent peut être d'une aide aussi à soutenir les gens là-dedans? Oui, absolument. Dans le fond, nous, ce qu'on fait, c'est de l'information juridique. Donc, on n'a pas d'avocat, d'avocate dans notre équipe. Fait qu'on peut pas faire du conseil juridique. On peut pas dire aux locataires, faites ça puis vous allez gagner. On peut juste décrire comment la loi fonctionne, comment les procédures fonctionnent, mais on peut pas faire de la recherche de jurisprudence. On peut pas plaider à la place des locataires. Ça, c'est vraiment de la job d'avocat. Mais souvent, juste avec l'information juridique, les locataires vont comme en apprendre quand même, sans que ce soit du conseil juridique. Après, il y a des limites à ce qu'on peut faire. Là, par exemple, il y a des locataires qui vont nous appeler et qui vont nous demander combien d'argent je devrais demander, ou est-ce que je devrais faire ça ou ça, je peux pas. C'est du conseil juridique, puis je servirais personne en le faisant. Là, fait que c'est mieux de connaître les limites, mais de l'information juridique, d'écrire les lois, ça, on peut le faire. Puis, des fois, juste un appel aussi, ça peut nous aider à démêler un peu nos idées. Là. Fait que un appel ou un courriel à nous écrire. Sur notre site Internet aussi, on a une bulle où est-ce que les gens peuvent nous envoyer un message. Puis ça, je regarde ça tous les jours. Fait que je réponds. Des fois, c'est plus long à répondre quand on a beaucoup de demandes, mais on répond à tout. Parfait. Donc, dirais-tu, en résumé, à la fin, 3 conseils rapides à donner à quelqu'un? Je dis 3, là, mais on va être lousse un petit peu, là. Mais quelques conseils rapides, essentiels à quelqu'un qui cherche un logement présentement. Ouais, OK. Je vais essayer. Pas signer de bail avant d'avoir visité un logement. Donc, il faut vraiment le visiter, être sûr que c'est le bon logement qui est en bon état avant qu'on nous promet puis qui est en bon état avant de le signer. Si on a fait une demande de location, donc si on a signifié notre intention de signer un bail puis que finalement on signe un autre bail, bien là, c'est important de retirer notre demande de location
notre première demande de location qu'on a fait, parce que sinon, on pourrait s'être engagé dans 2 bails. Puis, le dépôt de garantie, il est illégal au Québec. Donc, si votre propriétaire, vous lui avez donné un dépôt de garantie, bien là, c'est très facile d'aller le récupérer. On envoie une mise en demeure, on demande le montant, puis sinon, on ouvre un dossier rapidement au TAL. Là. C'est des causes qui sont pas très ambiguës, mettons. Fait que je dirais ces 3-là. Visiter le logement, retirer sa demande de location, puis de savoir que le dépôt de garantie est illégal. Parfait. Puis en terminant, juste comment est-ce qu'on peut vous contacter? Pourquoi est-ce qu'on peut vous contacter pour ces raisons-là, pour la recherche d'un logement, et comment on vous contacte? C'est ça. C'est sûr, nous, on fait des questions de droit, donc on ne va pas aider les locataires à chercher un logement, mais comme on l'a dit, il y a des services d'aide à la recherche de logement. Sinon, par téléphone, 418-725-4483. Sinon, sur notre site internet, comitélogementbsl.com ou sur notre adresse courriel qui est comitélogementbsl@gmail.com. Sinon, Facebook, Messenger aussi, Comité Logement Bas-Saint-Laurent. Toutes les portes d'entrée, je vais toutes les vérifier une fois par jour pour voir c'est qui nous a écrit. Parfait. C'est pas bien. Merci beaucoup, Thomas. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup.